Salut les fous du volant, c'est la rentrée. On espère que vous avez passé un bel hiver parce que les prochaines semaines vont être absolument passionnantes et totalement imprévisibles en Formule 1. Ça va Stéphane? T'es prêt à repartir pour la Oui, saison 7 des c'est fous du ça, volant? tout à fait, le temps passe. Exactement. Avec nous aujourd'hui, Quentin Guichard, on va vous expliquer la présence du grand Quentin qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ce vendredi 6 mars, les F1 en configuration 2026 vont prendre la piste pour la première fois durant un week-end de course et ça sera un véritable saut dans l'inconnu. Jamais le règlement technique n'avait été aussi profondément modifié d'une saison à l'autre. On va tenter de vous expliquer les principaux changements. C'est Stéphane qui va s'y coller et ça va pas être simple. 2026, ça sera aussi la croisée des chemins pour de nombreuses équipes, pour des pilotes, pour des responsables. Et avec Stéphane, on a dégagé un certain nombre d'enjeux. En fait, il y en aurait des dizaines, voire des centaines. Bon, on en a choisi quelques-uns pour ce millésime 2026 qui fera forcément bouger les lignes. Et puis, comme à chaque début de saison, désormais, on débute avec un sujet plutôt léger, les livrets des Formule 1. C'est le genre de choses qui ponctue plutôt la fin de la trêve hivernale. On vous les a regroupés, on s'est même fait un petit plaisir en les classant selon notre goût. Alors vous serez tout à fait légitime pour faire votre propre classement et d'ailleurs vous pourrez même nous le mettre en commentaire. Et pour arbitrer ce classement, on avait besoin d'un ambassadeur du beau, d'un porte-drapeau de l'esthétisme, d'un chef de file. Oh papa, là c'est trop là. Bon, C'est ok. trop. Bon bref, on avait besoin de notre graphiste, Quentin Guichard. Bonjour Quentin. Salut messieurs, salut à tous. Salut Quentin. Ravi J'ai de vous une retrouver. première question pour toi, Ouais. Quentin. Est-ce que c'est toi qui as commis cet habillage des fous du volant? Ah oui, on attaque direct. Ah oui, on attaque direct. Écoute, oui, mais on ne s'en lasse pas. Voilà, on s'en Mais lasse pas. c'était à l'époque où tu étais stagiaire. C'était à l'époque où on me payait très peu pour faire ce boulot. Ouais, Et en pleine pandémie de Covid qui commençait. C'est exactement, ça date pré-Covid ça. Oui, c'est ça. Ah, ouais, tout à Ça fait. se voit. Mais vous aussi d'ailleurs, vous datez de pré-Covid. Ça commence à dater. Ok. Alors, on va faire le classement des 11, parce que désormais, ça Eh oui. fait partie des nouveautés de cette saison 2026. Il y a 11 équipes en Formule 1 et on va remonter le classement en commençant par celle qui a réuni le moins de suffrages. Alors, à chaque fois qu'on a donné des places, ça a attribué des points. Et dans notre classement, eh bien, la 11e et dernière voiture, eh bien, c'est l'Alpine. Ouais. Qui a récolté en tout et pour tout un point. Un point, je trouve, généreusement donné par Steph. Oui. Alors, il va falloir que tu nous expliques parce Au que moment là, d'égarement. Parce que là, peut-être un petit malaise où Alpine au fond de notre classement pour la Xème année consécutive, 4e année je crois consécutive. Il faut savoir qu'Alpine, ça avait été notre livret favori Oui, en 2021. 2021. quand ils sont arrivés Ouais. avec ce bleu Elle qui était était magnifique. incroyable avec ce tricolore. Voilà. Alors là, ils remettent le couvert avec ce bleu, ce rose. C'est un mariage qui est pas beau. Voilà, c'est un mariage qui est pas beau, mais peut-être que Steph, toi, tu as des arguments. Qu'est-ce qui a valu ce point-là à cette Alpine? Le rose et le bleu ne vont pas ensemble. Ils Ouais. avaient une magnifique livrée en 2021, identitaire, le bleu, blanc, rouge, l'équipe de France, etc. Se sont empressés de tout casser et de donner leur livrée à un sponsor Ouais. dégagé par Aston Martin. Et là, pour moi, ce qui va pas, fondamentalement, le symbole de tout ça, c'est le A fléché sous fond voilà. rose. Eh oui, voilà. Voilà. Eh oui. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en Formule 1, ta marque est plus importante que tout. Et si tu donnes ta livrée, tu repeins complètement ta voiture aux couleurs d'un autre sponsor, ça veut dire que la marque de ton sponsor est plus importante que ce que toi tu véhicules, la notoriété et la marque et ce que tu représentes. Je n'ai Tu rien à t'effaces. ajouter. Ouais. Tu t'effaces par rapport à ça. Pour moi, c'est une erreur de marketing majeure. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Eh ben allez, on passe au 10e. C'est Williams. Alors 13 points quand même pour Williams, ce qui proportionnellement fait 13 fois plus que Alpine. Qu'Alpine, ouais. Et alors vous aimez pas 50 Non. nuances de bleu? Non, en fait, on comprend pas trop le. Il y a eu du mieux parce que Williams, ça a été vraiment pas très très heureux ces dernières saisons. Ça allait mieux. Là, on sait pas où ils vont. Et alors attention, moi j'ai j'ai mon sujet favori avec cette Williams qui revient tous les ans. Et tous les ans, on me dit mais tu ne comprends rien au marketing, tu ne comprends Tu vas nous rien parler de la pile. à la communication. Je comprends tout au marketing. C'est juste que c'est pas beau.
si on peut revoir voilà, cette pile-là. Alors bien sûr que c'est du génie Génial. marketing, bien sûr, mais c'est pas beau. Mais c'est du génie marketing. C'est par accord avec le reste. Moi, je trouve simplement qu'on est passé du maladroit au banal. C'est tout. Pas mal. Ça fait très livré des années 80, 90. C'est classique, c'est pas risqué, alors qu'ils nous ont fait des fois des choses qui étaient abominables, des graphiques, des traits dans tous les sens. Et là, au contraire, c'est presque la voiture qui va passer un petit peu inaperçue, quoi. Il Ouais, n'y a pas d'idée là-dedans, mais alors en même temps, on est sur des couleurs complémentaires, du bleu ciel, du bleu plus soutenu et du blanc. Et je trouve que c'est assez bien composé, mais voilà, il y a pas d'idée en fait. Moi, ce qui me fait aller presque rire, c'est l'habillage qu'ils ont fait au niveau des roues Pirelli, des pneus Pirelli, parce qu'ils ont un sponsor qui est un sponsor de jeux de casino. Et donc, ils ont mis des petites cases qui font penser à la roulette. Oui. Hein, Ouais. toi, Gilles, qui est un Des grand gens. joueur de casino, D'accord, hein, ok. ça peut pas Tout te à laisser fait. insensible. Non, mais c'est rigolo. Voilà. Non, mais tout à fait. sinon- Et alors là, Bon, bref, un père et passe. on voit Voilà. sur cette image qu'en fait, les couleurs, les choix de type de pneus sont toujours en harmonie avec la livrée générale. Alors là, qu'est-ce que ça donnera avec du jaune, avec Ouais. du rouge? Ça sera autre chose, ça sera assez moche, on va le dire. Ouais. On va ajouter du moche au moche. Ah, là, Hein. et ça Allez. fera pas du beau. Hein. On passe à l'équipe qui a terminé en 9e position. Et là, il y a débat. C'est Audi Ah oui, donc, là, il y a qui débat. arrive avec cette livrée grise, orange et noire. Et alors Ouais. là, il y a débat. On va tout vous Ouais. dire. On aime plutôt bien Ah bien ouais, non, avec Quentin. Et Stéphane aime pas du tout. J'ai une info confidentielle quand même à vous donner. C'est le temps de réflexion qu'il a fallu à Audi pour choisir cette livrée. J'ai noté 3 minutes 42 secondes. Voilà, Ah bah, hop, c'est- c'était fait. Voilà, on met Après du ça, gris, du blanc. Ah, Hop, je vais c'est bon. t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Non, mais on sort des années Sauber. La bonne nouvelle, c'est que le management d'Audi, qui avait repris Sauber avec ses sponsors, a au moins viré le sponsor poubelle de l'année dernière, qui était d'un vert criard, mais Ah au-delà de ça, c'était une faute C'était un parti morale. pris. C'était un parti pris. Et je parle de la plateforme de streaming Oui, oui. qu'il fallait pas garder sur la voiture pour moi, mais ça c'est autre chose, ils l'ont dégagé très bien. Mhm. Mais je note simplement que au département design chez Audi, en fait, ils ont des personnes à mi-temps. Quoi. Parce qu'il y a une personne qui est arrivée le matin, qui a commencé la voiture, elle l'a mis en gris, et puis il y a une personne qui est arrivée l'après-midi. Non, c'était Tu le vois mercredi. C'était le mercredi C'est et vrai c'est l'après-midi, c'est Bon, son môme qui l'a Je sais terminé. pas, mais moi, voilà. j'aime bien. Moi, C'est ma j'adore. théorie. Moi, j'aime bien, C'est c'est tout. simple. Moi, j'adore. Voilà, c'est clair, c'est simple. L'argenté, ça marche toujours. Oui, mais alors l'argenté, c'est quand même Mercedes qui l'a pris, quoi. C'est ça le problème. Eh oui, mais il y a Ouais, un mais- message, c'est Audi qui arrive et ouais. qui vient dire on va marcher sur vos plates-bandes, les gars. Non, non, c'est Ah, il y a toujours un message. efficace. Ok, je m'incline. Alors Mais ensuite, effectivement, si elle est à cette 9e place, donc assez bas par rapport à votre choix, c'est que C'est que tu as j'en été suis très responsable. sévère. que t'as pas aimé c'est du que t'as tout. été très Je sévère, l'ai mise Steph. en dernière position. alors ensuite on passe à l'équipe qui occupe la 8e position, c'est As. As, en fait, on peut jouer au jeu des 7 erreurs par rapport Ouais. à l'année dernière. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il s'est pas passé grand-chose chez As en termes de design. Non, c'est toujours une combinaison de couleurs gagnantes, le blanc, le noir, le rouge. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité chez As depuis 2-3 saisons. Il n'y a pas de grande prise de risque. Ils ont juste changé leur sponsor, qui était un établissement bancaire jusqu'à l'an dernier, Ouais. le sponsor titre. Mais ça, après, ça peut encore changer. Hein. C'est comme Audi. On Ça a peut vu qu'il encore n'y changer. avait pas de sponsor. Je pense qu'il y en aura. Ouais. Il va y en avoir. En tout cas, dans cette version-là, ça fonctionne bien, mais bon, elle nous transporte pas. Voilà, je suis Elle nous d'accord. transporte pas. Puis- Vas-y, je non, t'en prie. puis c'est paradoxal parce que, excuse-moi, je te coupe, ce gros GR qui est marqué, Ouais. que tu connais en endurance, Gilles, et puis aussi en rallye, Le c'est le Gazoo Gazoo Racing, voilà, qui représente en fait les engagements officiels de Toyota en compétition. Et ils ont même décidé en fait que c'était la dernière année du Gazoo Racing qui redeviendra, je crois, Toyota Racing après. Donc on le met bien en gros pour la fin, on comprend pas bien quoi. Et on a l'impression que c'est un sponsor, mais c'est pour souligner la collaboration grandissante de As avec Toyota, qui place des ingénieurs, qui amène ces jeunes pilotes, enfin qui veut faire quelque chose. Et on sent que il commence à s'installer pour reprendre l'équipe après de l'après As. On verra. Mais oui, c'est du classique, c'est ce qu'on peut faire peut-être de plus joli avec du blanc, du rouge et du Oui. noir, mais ça dépasse pas cette notion-là, quoi.
On continue de remonter dans notre classement. L'équipe qui a réuni 18 points, c'est Racing Bulls. J'ai envie de dire, là, c'est un peu la même chose. On n'a pas le sentiment qu'il soit passé énormément de choses depuis l'année dernière, si ce n'est qu'on avait plein d'idées et qu'on les a toutes mises sur, sur la voiture. Hein. C'est un peu fourre-tout. Alors moi, Racing Bulls, sur ces 2-3 dernières saisons, c'était tout le temps mon coup de cœur. Il y a 2 ans, c'était, souvenez-vous, une texture un peu canette qu'ils avaient appliquée. L'an dernier, c'était presque la Red Bull normale, mais tout en blanc et rouge. Et ben cette année, ils repartent sur ce principe, mais avec, en fait, on a l'impression que tout est compressé, tout est trop serré. Et puis, il y a le logo Ford qui vient s'intégrer sur la voiture. Ford qui vient avec son bleu, et j'en reparlerai sur la voiture de la maison mère, parce que je pense que ça a eu un impact sur le design. Je pense que si on voit plus de bleu sur la version de cette année, c'est aussi parce que Ford a peut-être eu son mot à dire sur cette voiture. Il est moins foncé quand même, le bleu de l'ovale Ford. Moi, quand je vois cette voiture, je dis c'est 100% gagnant. Elle est 100% compatible Pirelli. Pneu jaune, pneu blanc, rouge, ça marche. Les verts des intermédiaires aussi, et le bleu des pneus full wet. Nickel, donc elle est passe-partout, elle ira avec tous les types de pneus possibles. Donc ils ont tout ramassé là. C'est clair, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est une livrée alternative à la Red Bull, qui ne pouvait pas aligner 4 voitures de la même livrée, de la livrée mère qu'on connaît. C'est interdit ça d'ailleurs, et je trouve d'avoir 4 voitures au même design. Non. Ça c'est jamais vu, j'imagine. Mais là en fait c'est leur livrée B, et je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose autour de ce blanc. Et puis après c'est la question de placer les sponsors. Tu as tous les coups gagnants, tu as du bleu, tu as du rouge, tu as n'importe quelle couleur, ça va sur cette voiture. On passe à l'équipe qui a terminé en 6e position avec 20 points, et c'est McLaren qui termine donc 6e. En fait, moi, ce que j'aime pas trop, alors pourtant j'aime bien le orange, mais je trouve que ça fait pas voiture qui vous fait triper quand vous êtes môme. Quand vous allez dans un magasin de jouets, vous voulez acheter la voiture du champion du monde de Formule 1. C'est pas celle-là qui vous donne envie d'acheter, quoi. Moi, je trouve qu'il y a du mieux sur le orange. Il y a eu certaines saisons où c'était vraiment quasiment du noir partout, et avec quelques petites. Là, on retrouve un peu plus de orange. Après, le problème de McLaren, c'est toujours que il y a beaucoup de sponsors qui se baladent à droite à gauche. C'est un petit peu moins vrai cette année, cela dit. Ouais. En le disant, je me rends compte que c'est un petit peu moins vrai, mais c'est vrai qu'elle manque peut-être un petit peu de caractère dans le design. Mais bon, alors, moi je trouve que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Je m'attendais à mieux. Le orange et le noir sont mieux répartis, alors qu'avant c'était assez éclaté. Mais je m'attendais à avoir du rouge sur cette voiture à cause du sponsor titre. Eh oui. McLaren a un sponsor titre pour la première fois depuis 2018, un établissement bancaire, et c'est un sponsor à 100 millions de dollars par an. Donc normalement, ça doit se voir, et là, tu le vois pas. Tout simplement, il est juste sur les pontons. Ils ont hésité entre sponsoriser les fous du volant et McLaren, et ils sont allés sur McLaren tout à fait. Dernier moment. Hein. Et ça reste discret, donc il y a une toute petite touche de rouge sur ce sponsor, et autrement, on le voit nulle part. Pour moi, c'est un peu une énigme. Bon. Ça va changer. Ça. Quand on va voir les voitures débouler vendredi dans la nuit, elles seront sans doute différentes de ça. On rentre dans le top 5 des plus belles livrées à notre goût des Formule 1 millésime 2026, et on retrouve l'Aston Martin en 5e position avec un total de 25 points. Et je trouve que c'est presque mal payé, parce que je la trouve toujours très très classe avec ce vert anglais, cette association entre le vert et le noir. Moi j'aime beaucoup. Oui, moi j'ai peut-être fait baisser la note d'Aston, effectivement, parce que je l'ai classé moi sur mon classement 9e. Parce que, alors c'est classe. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, t'aimes pas ce qui est classe. Mais si, j'adore ce qui est classe. Mais c'est une voiture verte. Voilà, il se passe rien. Voilà, il se passe rien sur cette voiture. Elle me fait pas vibrer. Tu vois, la McLaren te faisait pas vibrer. Là, c'est la. Ok. Voilà, alors c'est joli, c'est élégant. Pourtant, d'après les ingénieurs, elle vibre trop. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal. Non, mais voilà, elle est très jolie, mais voilà, il me faut donnez-moi un petit peu de nouveauté, un petit peu de. C'est vrai que ça a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. Oui. Non, mais elle était surtout vert, le vert de la compétition chez les Britanniques.
et avec ces petites lignes jaunes qui sont absolument superbes, qu'on ne retrouve plus. Là, on les a un petit peu perdus quand même. Et puis, il y a du noir. Moi, c'est pour ça que je l'ai baissé dans ma notation. Parce que pourquoi ce noir comme ça? Et puis après, il y a un peu des sponsors partout. On ne les voit pas bien. Enfin, je ne sais pas, il y avait mieux à faire sur les sponsors. Ouais, pour moi, c'est un pas en arrière. Ça la met 5e, cette voiture, avec 25 points. C'est 4 points de moins que la Ferrari, qui a collecté, donc à nous trois, 29 points. Cette Ferrari avec, alors là, excusez-moi, mais à chaque fois, il faut que je m'accroche à mon bureau parce que sinon, je vais défaillir. Mais je sais de quoi tu vas parler. C'est une Ferrari, les gars. Et c'est pas un truc où on met 50 pubs. Là, c'est quand même fou. On parlait tout à l'heure à propos de l'Alpine, du fait de quand même respecter un petit peu le code couleur d'une marque. Là, excusez-moi, une Ferrari, normalement, c'est rouge. Et là, il y a presque autant de blanc que de rouge. Ça marche pas, elle va pas marcher cette voiture. La livrée qui est assez élégante, c'est celle des 24 heures du Mans. Pourquoi est-ce qu'ils ne reprennent pas ça aussi avec l'introduction du jaune? En plus, elle gagne. Et là, le blanc, c'est vraiment pour faire ressortir le sponsor titre. C'est justifié par le fait qu'il y a eu cette livrée dans les années 70, au début des années 90. Mais au-delà de ça, ce blanc, je trouve qu'il n'a pas tellement sa place. Il n'est pas commémoratif ni rien. Il est marketing, point. Donc, Ferrari cède un peu. Alors après, par rapport à ce que donne aussi cette société d'informatique, c'est sûr qu'il y a un moment où tu dois lui donner de la place. Mais voilà, puis après, tu as plein de petits sponsors. C'est étonnant. Ça ressemble quand même à une déco, là, je dirais qu'il manque presque les guirlandes, quoi. Là, c'est un sapin de Noël. C'est un sapin de Noël avec une foultitude de petits sponsors. Tu as l'impression que c'est vraiment le boucher charcutier du coin. C'est écrit en tout petit, là. Mais tu n'as pas un gros truc. Voilà. J'aime beaucoup parce que le rouge, déjà, j'adore parce qu'il est un petit peu plus glossy que ces dernières saisons. Et moi, ça me rappelle tout de suite les voitures des années 2000, les Ferrari des années 2000, un peu glossy, un peu qui reflétait super bien la lumière. Et alors oui, bien sûr cette zone blanche, mais qui pour moi donne un look rétro total à cette voiture. Okay. Et le sponsor titre effectivement cette pastille bleue qui vient s'appliquer sur la Ferrari. Bon, ça me dérange pas parce que on a vu des Ferrari bleus dans le passé en course. Oui. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà, petit clin d'œil. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, Gilou, hein? Voilà. C'est un petit peu décontenancé Lewis Hamilton parce qu'il a dit je croyais avoir signé chez les rouges, mais quand je m'installe dans la voiture, j'ai que du blanc autour de moi. C'est assez bizarre. Bon. Ah, c'est vrai. On passe au podium avec Red Bull qui est 3e avec un total de 40 points. Je disais tout à l'heure que la McLaren, pour moi, elle ne donnait pas envie à un enfant d'acheter la miniature. Ah bah celle-là, elle claque quand même. Cette année, on garde l'identité de Red Bull, ce taureau rouge. Là, il y a pas moyen. Tu parlais de glossy, Quentin. Là, il y en a. On a viré un petit peu plus, on est un petit peu plus bleu acidulé qu'on ne l'était, on était un peu plus violet. Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, Red Bull, ces dernières saisons, je la notais en bas de classement parce que justement, j'attendais un petit truc, un petit réveil. Voilà, comme je demande cette année à Aston Martin, et je l'ai eu là sur la Red Bull avec ce bleu effectivement plus électrique, plus pétillant. Et ça, je pense, donc j'en reviens à Ford. Est-ce que Ford n'a pas eu son mot à dire sur cette teinte de bleu là? À défaut d'avoir dit quelque chose sur le moteur. Tout à fait. Moi, j'adore. Quand on regarde ça, le logo Ford à l'arrière, qui est tout petit d'ailleurs, c'est un petit peu surprenant. Mais un seul mot pour moi, iconique. Ouais, on est d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des deux voitures iconiques sur le plateau. On va monter d'un cran avec l'autre équipe nouvelle venue, Cadillac, qui rentre directement au deuxième rang avec 58 points. On était à 40 pour Red Bull. Donc là, on a franchi vraiment un vrai cap. Là, elle nous a plu à tous les trois. Cette Cadillac avec deux côtés différents, ce qu'on n'avait pas vu. On en reparlait depuis Baronda, où on avait, mais c'était des marques de cigarettes, donc on peut pas trop vous les montrer. Mais là, il y a le côté, on fait deux côtés de la voiture qui sont différentes et en même temps c'est très classe, noir et blanc. Enfin là, il y a une vraie classe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les deux faces d'une même voiture, un côté sombre, un côté lumineux. Ça raconte des choses là. Il se passe un truc. C'est hyper original. Effectivement, comme tu dis, Gilles, ça s'est pas vu depuis une vingtaine d'années en Formule 1. Et je trouve que rien que par sa peinture,
cette écurie, voilà, on l'inscrit tout de suite dans le championnat et elle marque les esprits d'entrée de jeu. C'est un sans faute pour moi, c'était mon numéro 1, c'est parfait. Tout à fait, c'est extrêmement réussi, y compris l'appellation de la voiture, qui a été Mario dévoilée Andretti. assez tard. Mac 26, Mac pour Mario Andretti Car. Cadillac. Mm. C'est bien vu aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu conscients de l'héritage et de la contribution de Mario Andretti, qui avait posé la candidature d'Andretti à la base Ouais. pour une inscription en Formule 1. Il a été coincé et puis il est revenu avec la GM, il emploie les grands moyens et les autorités de la Formule 1 ont dit oui. Et on n'oublie pas cette contribution de Mario Andretti, je trouve ça génial, donc le champion du monde américain de 1978. Et la voiture qui a remporté notre classement des livrets, eh bien c'est la Mercedes. On disait tout à l'heure que la Red Bull était iconique. Et ben je trouve que chez Mercedes, ils ont réussi justement à reprendre des traits qui ont été assez iconiques ces dernières saisons. Alors évidemment le gris, le liseré turquoise, les étoiles aussi sur le capot moteur noir. On a réussi à finalement remodeler, à remodeler des éléments qui avaient bien fonctionné séparément et à les mettre ensemble. Elle a une vraie gueule cette voiture. Ouais, vraiment, c'est une réussite. Comme tu dis, Gilles, ils ont repris des éléments de différentes versions de cette livrée. Et ça fonctionne avec ce nez toujours argenté qui se part en dégradé vers le noir. Et pour moi, oui, c'est un modèle absolument iconique. C'est une réussite. Elle est superbe. je la trouve moderne et dynamique. Et elle a des lignes qui sont assez horizontales. Et ce qui contribue beaucoup aussi à cette impression, c'est que le sponsor principal sur le ponton est inscrit de façon horizontale. Alors que sur beaucoup de voitures, c'est penché. Ce qui casse un petit peu l'harmonie de l'ensemble. Franchement, c'est extrêmement réussi. Bravo. Voilà, donc notre classement des plus belles livrées des F1 2026. C'était le championnat des livrées, en fait, parce qu'on a appliqué le même barème qu'en Formule 1. Des points pour les 10 premiers, 25 pour le premier et 1 point pour le 10e et 0 point pour le 11e. Donc avec Mercedes vainqueur devant Cadillac, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Red Bull, Haas, Audi, Williams et Alpine. Merci Quentin de ta contribution. C'est un plaisir. Et on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine, bonne émission messieurs. Allez, après avoir parlé décoration, goût et couleurs, on va quand même faire un petit point sur le calendrier de cette saison 2026, histoire de se rappeler un peu ce qui nous attend pour les mois qui viennent, avec toujours 24 épreuves au calendrier qui nous emmèneront donc de Melbourne le week-end prochain jusqu'à Abu Dhabi au début du mois de décembre. Une meilleure cohérence au niveau des déplacements, hein. Vous le voyez, on vous a mis en fait chaque couleur c'est pour un continent et vous voyez quand même qu'on est quand même un petit peu plus cohérent. Rappelez-vous l'an passé, on était allé de l'Arabie Saoudite à Miami pour revenir en Europe avant de retourner au Canada. Cette fois, on enchaînera les 2 rendez-vous sur le continent nord-américain dans la première moitié de saison. On note aussi, Stéphane, l'apparition d'un Grand Prix à Madrid cette saison qui vient malheureusement en remplacement de Imola. On perd le circuit italien. La grosse question qui se pose en ce moment sur le calendrier, c'est la possibilité ou non d'organiser les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, programmés les 12 et 19 avril prochains, donc dans 5 et 6 semaines. Et compte tenu des événements au Moyen-Orient, on comprend bien que ça paraît quand même assez compromis. Impossible de les délocaliser ailleurs sur une échéance aussi brève. Compliqué de trouver des dates où on pourrait les réintégrer au calendrier plus tard dans la saison. Gardons en mémoire quand même que Bahreïn contribue à hauteur de 60 millions de dollars pour être dans le calendrier et que l'Arabie Saoudite paye 55 millions. À comparer à 25 millions pour Monza, une grosse trentaine de millions pour Spa, Spielberg ou Zandvoort. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourrait trouver des arrangements, à mon avis, du côté des organisateurs. Un championnat qui se termine par 2 triple headers. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait. 2 triple headers avec quand même, ça c'est un des points qui n'a pas encore été amélioré à mon avis. Il y a des gros décalages horaires entre par exemple Las Vegas et le Qatar. Il y a 11 heures de décalage horaire, c'est quasiment une inversion et on continue ce triple header là. Il faudra y réfléchir à l'avenir, mais bon, dans l'ensemble, il y a un petit progrès. Il y a un petit progrès. Alors pour l'avenir,
je vois une contradiction quand même majeure. Montmelo, donc, qui sera pour une dernière fois officiellement au calendrier avec ce contrat-là, donc qui devient Grand Prix de Catalogne parce que le Grand Prix d'Espagne bouge pour plusieurs années à Madrid. En fait, Montmelo va démarrer une alternance avec Spa, une année sur 2 à peu près dans les années à venir. Et on nous expliquait quand même qu'il fallait dégager des Grands Prix européens pour laisser la place à des Grands Prix sur d'autres continents, ce que l'on fait. Et quand on a une alternance à mettre en place, on revient dans les mêmes pays en fait. Donc on aura 2 Grands Prix qui vont s'installer en Espagne. Et quand on dit, en fait, on n'a pas de Grand Prix de France, pourquoi ? On nous explique qu'il y a d'autres pays qui sont demandeurs. Et au bout du compte, on donne les Grands Prix toujours au même pays. Donc moi, ça me gêne. Bon. Ils sont peut-être un petit peu plus actifs aussi au niveau des représentants nationaux. Ah ça c'est sûr aussi, on connaît le problème. Alors on a parlé du calendrier, maintenant on va s'intéresser au dur, à la technique, à tout ce qui change en 2026. Et c'est une refonte en profondeur. J'ai presque envie de dire que c'est historique. Personnellement, j'ai pas en mémoire un bouleversement du règlement technique aussi important. En gros, tout change. Le moteur, l'aéro, les dimensions, les pneus. Stéphane, on veut tout savoir, tout comprendre, et on s'en remet à toi. Explique-nous ce qui nous attend sur ces F1 2026. Alors, j'ai mis une réserve d'abord. Lewis Hamilton a dit, j'ai fait 7 réunions chez Ferrari pour comprendre ce fameux règlement, pour qu'on m'explique. Pilotes et ingénieurs n'ont pas tout compris, ça c'est clair. Et j'ai l'impression. Et les journalistes non plus. Et j'ai l'impression qu'il faut en fait un diplôme pour tout comprendre. Donc on en est là, mais on a quand même défriché. On va essayer de dédramatiser aussi un petit peu parce que ça part dans tous les sens. Bon, accrochez-vous quand même. La sensation quand même, c'est qu'on a créé un championnat de techniciens, d'ingénieurs, presque d'électriciens. Franchement, pour satisfaire d'autres impératifs, marketing, la pertinence industrielle. Mais là, on part sur quasiment, c'est pas du tout électrique, mais du quasiment 50% électrique. Est-ce que c'est justifié ? On verra. Est-ce que ce règlement résistera autant ? On verra. Et dans quelle proportion ? Alors, allons-y. On attaque par l'aérodynamique, Stéphane ? Tout à fait. Parce qu'il y a des choses qui sont en fait interdépendantes et il y a des changements sur l'aéro qui sont une conséquence directe du moteur et l'inverse. Et en aérodynamique, en fait, on va créer sur les ailerons avant et arrière un mode ligne droite et un mode virage. En mode ligne droite, eh bien, il y a un volet à l'avant des ailerons avant, de l'aileron avant qui va s'abaisser. Idem pour l'arrière pour réduire la traînée. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et puis, on gardera un mode virage, c'est-à-dire pleine charge, comme d'habitude, en fait, sans l'utilisation de l'ancien DRS. Tout ça pour, en fait, passer après les années, l'effet de sol qui a été considérablement réduit. Pourquoi ? On a constaté qu'en fait, sur ces années 2022-2025, on avait un effet de sol prépondérant, le fameux tunnel sous le plancher qui plaquait vraiment, qui aspirait la voiture au sol et qui faisait que les voitures roulaient très bas avec des suspensions très dures. Et ça, c'était très physique pour les pilotes qui s'en plaignaient beaucoup. Léger aussi, qu'ils prenaient dans le virage. Et ça en faisait un championnat qui... les pilotes étaient rincés. Franchement, au bout de 24 Grands Prix à la fin de la saison, il fallait passer à autre chose et ils ont été entendus. Alors, c'est pas tant sur le côté physique et fatigue physique. C'est des athlètes. Les pilotes de Formule 1, c'était surtout sur les dégâts que ça pouvait faire. Le marsouinage, on a vu des pilotes vraiment souffrir. Et pour leur santé, évidemment, il fallait changer quelque chose. Donc, on a parlé de l'aéro, on va parler du châssis peut-être. Importance plus grande en fait du diffuseur. Maintenant, le diffuseur redevient ce qu'il était avant. C'est lui qui crée la majeure partie de l'effet Venturi, de l'appui. Tout à fait. Et puis disparition effectivement de tout ce qui est marsouinage, etc. C'est quand même pas mal. Une petite chose sur ce mode ligne droite, il ne fonctionnera pas au départ. Il fonctionne à partir de 50 km/h. Et apparemment, il disparaîtra aussi, il ne sera pas autorisé par temps de pluie. Bon, pour des questions sécurisées. Le deuxième volet, c'est le châssis. En fait, on a fait une voiture plus compacte, largeur, empattement, tout ça, ça a été réduit, et y compris le poids. 32 kg, c'est quand même pas rien, par rapport à des batteries qui sont en augmentation dans le châssis, et des pneus aussi qui sont un petit peu plus étroits. Tout ça, pourquoi ? Pour réduire fondamentalement la prise à l'air, la résistance à l'air, pour avoir des voitures qui vont être moins énergivores en fait
en pleine ligne droite. Donc ces voitures, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande en fait de moins tirer sur l'énergie thermique et surtout l'énergie électrique. C'est pour ça qu'on a fait ça et on a considérablement abaissé le CX global de ces voitures qui reste quand même assez important. Et tout ça pourquoi? Pour servir un petit peu mieux le nouveau deal moteur, puisque on en a beaucoup parlé de cette nouvelle répartition entre le thermique et l'électrique. À une quasi-équivalence de la puissance thermique et de la puissance électrique. Objectif, en fait, avoir une puissance thermique de 550 chevaux et une puissance électrique de 450 chevaux qui est quasiment triplée. Avant, c'était 160 chevaux. Donc, on a une répartition quasiment égale, avec d'autres choses qui ont été supprimées, d'autres qui ont été ajoutées. Disparition du MGUH. Ça a des conséquences importantes. C'était la récupération d'énergie tirée des gaz d'échappement. Et puis, on est passé au biocarburant durable. C'est du carburant quasiment recyclé à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui est vertueux. Donc c'est la Formule 1 d'aujourd'hui, de demain. Avec donc cette partie électrique qui pose vraiment quelques soucis. Des questions, ça c'est clair. Tout à fait. Quant à la gestion, on a entendu parler de Max Verstappen qui a dit alors maintenant en fait la Formule 1 c'est devenu de la Formule E sous stéroïdes. On est devenu des gestionnaires d'un potentiel électrique et c'est quasiment en continu du début à la fin d'un tour. On va vous expliquer comment avec des modes batterie qui seront au nombre de 3, recharge, boost et dépassement. Il ne faut pas confondre le boost et le dépassement. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à me défaire de l'idée que le boost, c'était pour dépasser. Non. Tout à fait. Alors, par rapport à ce que les pilotes ont expliqué, ils en sont encore à défricher tous ces modes d'utilisation. C'est extrêmement complexe. La recharge, c'est la recharge telle qu'on la connaît classiquement, au freinage et en lift and coast aussi. Le lift and coast, c'est quoi? C'est lever le pied de l'accélérateur en pleine ligne droite quand on est à fond pour laisser la voiture filer vers la zone de freinage. Et ça, c'est très peu coûteux en temps. Par contre, ça permet de moins tirer sur le moteur globalement. Ça économise beaucoup. Et ça fait de la recharge. On va parler du super clipping. Le boost, c'est autre chose. Une fois que vous avez rechargé la batterie, quand elle est pleine ou presque pleine, vous pouvez l'utiliser à des fins bien précises. Et ça va pas être dans la ligne droite. Là, c'est complètement déconseillé. On a dit, il y a des pilotes, ils ont dit, on pourrait se faire plaisir. On décharge tout dans la ligne droite, on tape les 400 km/h. Mais là, c'est pas le but parce que après, tu n'as plus de répondant dans les zones. À moins de relance. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une expérience qui a été tirée du KERS déjà, introduit. Ça, c'était le premier système de récupération d'énergie en 2009 en Formule 1. Les ingénieurs ont tout de suite compris en fait que cette puissance électrique, il faut la redonner en sortie de virage lent. C'est beaucoup plus payant qu'en une seule fois dans une ligne droite. Donc priorité, virage lent pour s'extraire de zones difficiles. Et là, en termes de chrono, c'est extrêmement payant. Et puis, il y a un dépassement aussi, une sorte un mode dépassement push to pass. Le DRS a été abandonné, mais en fait, il est passé sur le mode ligne droite. Et là, on aura un mode batterie dépassement. Quand on est à moins d'une seconde d'un pilote, on a un boost spécial où on peut délivrer de la puissance. Alors, à savoir comment est-ce que les pilotes l'utiliseront, parce que là, c'est pareil, ces batteries se déchargent très, très vite. Est-ce que ça sera intéressant de le faire? Qu'est-ce que ça coûtera? Et puis, surtout, ça pose un autre problème aussi, c'est dans le trafic. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne sera pas forcément pour passer juste la voiture devant toi, mais te sortir d'une situation inextricable qui te coûte beaucoup de temps. Ça va être compliqué. Non, mais c'est clair. Clairement, dans toutes les équipes, on est en train de faire des simulations sur simulations pour essayer de trouver les meilleurs scénarios pour déployer l'énergie de la manière la plus efficace possible. C'est ce qui a valu cette déclaration de Max Verstappen en disant il faut que la Formule E reste la Formule E et que la Formule 1 reste la Formule 1. Parce qu'en gros, la gestion de cette énergie électrique, c'est ce qui va faire la réussite ou pas d'un Grand Prix et d'une équipe. Oui, tout à fait. Et alors, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées et même limite un peu dangereuses finalement. Parce que sur cette ressource de puissance électrique dont on vous a parlé, elle est au maximum 350 kWh. Sauf que en récupération classique, c'est-à-dire décélération, les batteries ne peuvent se recharger, ça c'est l'AFIA qui l'impose, qu'à 250 kW. Il faut faire le reste sur du lift and coast.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en pleine ligne droite, en fait, quand la voiture est à fond, eh bien, le pilote va choisir de transférer de l'énergie thermique, donc du V6, vers les batteries, convertir de l'énergie thermique en énergie électrique. Conséquence, eh bien, le moteur va donner moins de puissance et là, la voiture va perdre 15, 20, peut-être 30 km/h. Pour un pilote qui suivra la voiture, ça pourrait être un petit peu une surprise. Il y a un système de lumière Tout à fait, qui flash, qui était déjà d'ailleurs en marche les années précédentes. Hein. Tout à fait, mais c'est ce que les pilotes soulignent et McLaren a réalisé un test lors de la dernière journée à Bahreïn en disant mais en fait, on parvient quand même là maintenant avec notre moteur, alors on parle du Mercedes, hein, Ouais. à recharger rien que sur les freinages pour peu que le circuit s'y prête, on arrive à avoir 350 kW. Alors il a dit pourquoi est-ce qu'on passerait pas tout de suite à ça pour supprimer ce fameux lift and coast qui servait avant à des objectifs de réduction de consommation d'essence en fin de Grand Prix. Là maintenant, la finalité est déplacée, ce qui est assez étonnant. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, un pilote, quand il attaquera son tour, ça sera très compliqué. En fonction de l'usure de ses pneus, en fonction de la vitesse qu'il veut obtenir, en fonction même du trafic, peut-être d'une voiture qu'il aura devant lui, il devra en fait se réinventer quasiment chaque tour pour savoir où est-ce qu'il dépense son énergie disponible en électrique, comment il fait, est-ce qu'il aura besoin de ce fameux mode dépassement pour doubler quelqu'un. Là, les questions sont ouvertes et ce qui va être un petit peu chaotique, c'est que selon la nature des circuits, les batteries pourront être rechargées à des niveaux convenables ou pas du tout. Il y a sur certains circuits où il n'y a pas assez de ligne droite pour obtenir une recharge convenable de batterie. Alors, ils ont cité Melbourne. Alors, on va commencer par par un cas de figure très compliqué. Hein. Silverstone, Spa, Monza, Bakou, Las Vegas. Voilà, on va être sur ces cas comme ça. Je pense après que ça va se lisser, c'est-à-dire que les ingénieurs vont apprendre, au bout de 4-5 Grands Prix, ils vont avoir compris un petit peu comment ça fonctionne. Suivant les circuits, ils sauront en simulation déjà comment faire, mais il y a quand même des interrogations fortes et qui sont des questions de sécurité. Mais là, tu parlais justement hein, de la gestion par le pilote, de comment dépenser son énergie. En Formule 1, on sait que les pilotes ont des bips dans les oreilles, justement parce que les simulations sont faites pour leur dire à quel moment c'est le plus efficace d'utiliser son énergie, à quel moment il faut faire du lift and coast. Donc, je ne sais pas s'il y aura ça pour les pilotes de Formule 1. Je pense qu'ils seront pendus à la radio. Ouais. En tous les cas, tour après tour, ils seront coachés, mais de A à Z. Ce qui est certain, c'est que les constructeurs qui ont beaucoup de voitures en piste vont avoir une somme de data colossale à analyser. Je pense à Mercedes, hein, Mercedes qui équipe 4 équipes cette saison, par rapport à des équipes qui n'ont que 2 voitures en piste, Audi ou Honda. Il va y avoir une grosse différence, Stéphane. Oui, alors la Mercedes a été très fiable pendant les essais, la McLaren aussi. L'Alpine, par contre, Williams, ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas pu abattre beaucoup de kilomètres, mais quand on regarde bien, sur l'ensemble de ces 4 écuries, ils ont un kilométrage par voiture engagée à peu près comparable. Donc, ils ont à peu près les mêmes datas en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs, c'est sûr que Mercedes en a plus. Alors, sachant que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut exactement avec cette gestion de la puissance électrique, la FIA a imposé un boîtier électronique de gestion, de contrôle. Il y a 300 capteurs sous le moteur et ils vont regarder de près ce qui se passe pour aussi cibler éventuellement un motoriste qui aurait du retard et pour lui accorder éventuellement on appelle ça des jetons de développement, des choses comme ça. En tout cas, lui permettre de rattraper une partie pour de ce retard. rattraper un retard. Toujours est-il quand même qu'il y ait des choses qui ont été interdites. Le MGUH, qui était coûteux, qui n'avait pas de pertinence industrielle, il a disparu. Donc, le récupérateur d'énergie basé sur la chaleur dégagée par les gaz d'échappement. Ce qui fait que, au départ, en fait, il n'y a plus que le moteur thermique qui sert à monter en charge le turbo. Et là, on a vu des choses absolument catastrophiques. 7 voitures qui font un test de départ lors de la dernière journée, je crois, à Sakir. Et 3 simplement qui démarrent correctement et les autres qui restent mais scotchés quasiment sur la grille. Parce que le pilote, en fait, il a besoin d'une dizaine de secondes d'imprimer un régime moteur à peu près à 12 000 tours pour mettre en condition son turbo avant de relâcher l'embrayage pour démarrer. Ça veut dire que s'il a mis trop de puissance, ça va patiner. S'il en a pas assez, l'antistall va se mettre en action et on va avoir potentiellement des choses très risquées, très dangereuses. Au départ, il y a même Russell qui a dit « Moi, c'est les pires départs de ma vie ». Alors, à ce petit jeu-là, Ferrari s'est très bien débrouillé,
Mais ça pose une question, et la vraie question, finalement, c'est ce qu'il ne faut pas. Tout de suite, déjà, un départ lancé pour le premier Grand Prix, histoire de ne pas avoir 3-4 voitures, un cimetière de voitures au premier virage. Je rappelle que Russell roule pour Mercedes et Mercedes a compris que Ferrari avait un avantage sur les départs. Donc évidemment, on va essayer de jouer un petit peu. Il y a plein de choses qui se passent en coulisses. On ne peut pas revenir sur tout, mais évidemment, avec l'histoire aussi du taux de compression, Mercedes qui a trouvé une petite astuce pour avoir manifestement un taux de compression dans ses moteurs un petit peu plus élevé. N'en parle pas à Toto, parce qu'il va s'énerver. Que les autres. Bon, non, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, il y a eu maintenant une mise à jour. Tout le monde est OK là-dessus. Je pense que la polémique a refermé. Mais quand tu vois un petit peu ce règlement, il a été changé pour Audi. Ils disaient, nous, en fait, pour venir, on veut ça et ça. Ce qui est quand même incroyable, c'est que un nouvel arrivant ou quelqu'un qui veut potentiellement entrer a le pouvoir de changer le règlement de gens qui sont établis depuis plusieurs années. Bon, il devait venir avec Audi, avec Porsche. Porsche, finalement, n'est pas venu. Honda est resté à condition en fait que ce soit ce règlement. On voit ce qu'il en est maintenant. On va en parler un petit peu plus avec Red Bull et Racing Bulls. C'est une catastrophe. Avec Aston Martin, tu veux dire avec Aston Martin. Et puis dans tout ça, quand même, Renault est parti. Donc bénéfice, avantage, c'est pas génial, quoi. Alors il y a Red Bull qui a fait son moteur pour remplacer le Honda, d'accord, mais je trouve que c'est beaucoup de raisons marketing, commerciales. Les constructeurs veulent une pertinence sur le plan industriel pour pouvoir justifier ces budgets-là. Mais moi, je suis désolé, quand tu es en Formule 1, quand tu as un budget capé, quand tu as tous tes sponsors qui couvrent déjà tes dépenses, qu'est-ce que ça te coûte d'avoir un moteur thermique qui n'est pas exactement en phase? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent, pour résumer les Grands Prix en 2026, et qui se disent « je regarde parce que moi j'ai une voiture électrique ». Non, mais ça c'est clair. Après, il peut se passer un mouvement de contrebalancier. Là, on est parti quand même très très loin. On est quasiment à 50%, tu le disais, de répartition d'énergie entre le thermique et l'électrique. Et on a vu que ça a évoqué déjà l'idée d'un retour au totalement thermique, c'est-à-dire vraiment enlever toute l'assistance, toute l'hybridation des voitures. Je pose la question pour GM. Oui. GM qui avait General Motors, donc avec Cadillac, qui avait prévu de prendre un moteur Ferrari pour 2 ans. Finalement, ils vont le prendre pour 3 ans, pour 2026, 2027, 2028. Et derrière, on parle d'un retour du V8 thermique, alors sous couvert de biocarburant, ce qui serait très très bien, ce qui correspondra à la Formule 1, ce qui serait simple, pas très coûteux. À l'horizon 2031, ça veut dire quoi? Ça veut dire que GM bosse pendant 3 ans, dépense des centaines de millions pour un moteur qu'ils vont utiliser en 2029 et 2030, 2 ans. Bon, 2028, 2029 et 2030, voilà. 3 ans simplement, ça fait beaucoup d'investissements pour... on verra. Mais en tout cas, 2029-2030, voilà, sur 2 ans. Il peut y avoir un mouvement de balancier. Bon, tout ça, ça fait, on vous le disait, que honnêtement, savoir ce qui va se passer au départ, au premier virage, et sur ce Grand Prix d'Australie où chez Aston Martin, on dit que en gros, on va faire un tour et on va s'arrêter parce que le moteur Honda est vraiment en grande difficulté. On verra. Ça va être très très intéressant. Les situations de pit stop aussi où les pilotes avaient l'habitude de mettre full gaz et puis de ressortir tranquille. C'est Norris qui l'a expliqué. Il a dit que sur les départs, il n'y avait jamais de problème parce que le MGUH était là pour apporter le complément exact de puissance électrique pour avoir ce qu'ils voulaient et ils avaient la puissance prévisible à chaque fois sur tous les départs. Maintenant, ça sera plus du tout le cas et on entend beaucoup parler de aléatoire, de procédures aléatoires pour les départs. Ben ouais, mais je pense qu'il va falloir que les pilotes aussi se remettent aussi un petit peu à travailler certaines phases de pilotage qui ne l'étaient plus du tout parce que c'était quasiment en launch control. On parle des enjeux 2026, Stéphane, parce que là, on a parlé de tous les changements qui vont affecter les autos pendant cette saison 2026. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux, de choses cruciales qui vont se jouer cette saison, à commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le champion du monde, Lando Norris, qui va devoir maintenant assumer son statut de champion du monde de Formule 1. En interne, il va falloir qu'il se transforme en leader. Or, on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui est assez réservé et qui a pas toujours eu ce rôle moteur dans son équipe. Là, cette fois, alors il a l'avantage, c'est qu'il y a quasiment pas de changement dans cette équipe McLaren. Il est vraiment chez lui, dans son cocon. Mais il va falloir maintenant prendre l'ampleur d'un champion du monde. Je parlais en interne, mais aussi en externe. Quand tu arrives avec le numéro 1 sur ta voiture, c'est toi l'homme à battre.
Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il a dit qu'il avait atteint l'objectif de sa vie en étant champion du monde et qu'il n'a pas exprimé le besoin en fait de l'être une deuxième fois ou de répliquer. C'est même pas confirmé, c'est pas ça, mais dire j'ai encore faim pour d'autres titres. Ce que disait Verstappen, ce que disait Vettel, c'est des gens comme ça, comme Hamilton. Ils voulaient y retourner. Il y a pas de problème. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils ont quasiment rien changé. Ils ont l'apport de Will Courtney, qui était le stratégiste de Red Bull, qui a été transféré dès début janvier. Et ça, ils ont trouvé un accord, alors qu'il devait arriver à la moitié de l'année. Donc ça, c'est pas mal. Il sera directeur sportif. On verra, mais Sacrée prise de guerre. ouais, tout à fait. Et je pense que il apportera quelque chose aux stratégies de McLaren qui en avaient bien besoin. À part ça, Norris, c'est vrai que ce à quoi on pense au départ, c'est ce départ. 9 ratés sur 24 en 2025, avec une ou plusieurs positions de perdues, ce qui est quand même assez embarrassant avec une McLaren qui tourne quand même comme une horloge. Bon, la question de la motivation. Et puis après... La question de la concurrence en interne avec, par rapport à avec Piastri, un Oscar Piastri, hein, qui va qui avait avoir à peu près- progressé forcément. qui avait à peu près les mêmes problèmes de départ et qui a mal géré certainement son leadership à partir de début septembre. On s'en souvient, c'était Grand Prix de Zandvoort à la reprise. Il fait une masterclass et après, plus rien. Il décide de se satisfaire de 5e, 6e place, 4e place en disant ça va quand même passer, je suis satisfait. Et plus l'Azerbaïdjan et d'autres. Ça n'allait tellement pas qu'il s'est presque complètement débarrassé de Mark Webber, son agent qui était aussi son conseiller coaching sur tous les week-ends de course. Et là, il lui a dit « reste à la maison ». Donc, Webber va continuer de s'occuper de toutes ses affaires contractuelles. Et pour le reste, Piastri s'est entouré d'un nouveau conseiller, Pedro Matos, qui est un ancien pilote portugais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a cette fibre du pilotage. Alors, Mark Webber aussi, hein, forcément, 2 fois vainqueur du Grand Prix de Monaco, mais candidat déçu au titre de champion du monde en 2010. Il avait une balle de match, ça s'est pas bien passé. Et je pense que Piastri a senti qu'il n'était pas exactement l'homme de la situation. Et il est allé chercher ce fameux Pedro Matos, qui était en fait son ingénieur course en F4, en F3 et en F2. D'accord. Des années où ça avait très très bien fonctionné. Donc, il y a un renouvellement et cette personne-là sera là pour du coaching et pour aider à décortiquer les ressources analytiques. Nous explique-t-on chez McLaren, interprétation, data et préparation du week-end, et avec en plus une présence plus affirmée de Emma Murray, une Australienne en fait qui est coach performance qui viendra sur plusieurs week-ends. Bref, Piastri avait besoin de muscler son jeu. On parle de Mercedes parce que évidemment, hein, on a beaucoup parlé de Mercedes pendant cette intersaison avec ce moteur qui paraît être un ton au-dessus des autres. Pour Mercedes, il va falloir faire oublier cette période des F1 à effet de sol. On se souvient hein, de ces tentatives avec les F1 sans ponton, ça a tourné au carnage. Mercedes va équiper 4 écuries cette saison sur les 11. On peut en faire clairement une des équipes grande favorite, la grande favorite pour 2026. Alors, apparemment, ils sont dans un peloton de tête avec Ferrari. Et derrière, en deuxième rideau, tu as McLaren et Red Bull. C'est juste là, c'est le consensus qui se dégage dans le paddock. Après, on verra. Surtout que Verstappen a dit attendez de voir, parce que là, ils font un peu les morts chez Mercedes, mais on en reparlera quand ils vont mettre la puissance à fond en qualif et en course. Et là, ça sera une autre histoire. Parce que Toto Wolff disait la Red Bull va est très vite. impressionnante. Ouais. Tout à fait. De toute façon, s'il y a une partie de poker menteur hein, sur les essais de début saison, c'est Tout à toujours fait. le cas. Quand on arrive avec des nouvelles solutions techniques, et on a vu qu'il y avait même des équipes qui n'avaient pas amené tout l'armada de ce qu'ils savaient faire Bien sûr. avant ce premier Grand Prix en Australie. Mais pour parler de la W17, je te dirais que ça n'est pas une merde. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Toto Wolff. D'accord. Et c'est George Russell qui a repris ses mots assez vite la première journée en disant bon, ça va le faire là, cette année là. Bon. Et Russell a dit quand même des choses très très importantes. Il a dit en fait quand on monte dans la voiture, on sait assez vite s'il y a un truc qui cloche. Ça fait penser au premier tour de roue, 3-4 premiers tours de roue de Mika Hakkinen quand il teste en 98 la McLaren d'Adrian Newey. Il va faire 4-5 tours. Il rentre, il dit les gars, on va être champion du monde. Il sent tout de suite par rapport à la voiture précédente, par rapport au règlement, ce qui en a été tiré, sans même se comparer aux autres. Il sait qu'il a une voiture d'abord, un moteur Mercedes très efficace, un châssis Newey, et il sent que tout match. Voilà. Les planètes sont alignées. Donc Toto Wolff a dit ça de façon un petit peu brutale. On se permet de reprendre.
parce que bon, on sentait l'agacement, quoi, la lassitude de 4 années effectivement de marsouinage, de voitures trop bas qui ne pouvaient pas bien régler, qui ne fonctionnaient pas à la fois par temps frais et par temps chaud. Oui. Donc c'était un vrai problème. Et surtout, James Allison était vraiment attendu parce qu'il était parti sur un projet Coupe de l'Amérique en voile. Il avait été rappelé en catastrophe pour essayer de corriger cette voiture qui était tordue dans tous les sens. Il n'en a pas fait ce que Rob Marshall est parvenu à faire chez McLaren, c'est-à-dire corriger petit à petit une voiture qui était mal née. Et en faire une vainqueur. Là, il est au rendez-vous. C'est George Russell qui le dit. Et George Russell a dit aussi très vite, moi, je suis prêt à me battre pour le titre et contre Verstappen. Là, il a envie vraiment d'aller au clash avec Verstappen. Donc, c'est bien, sauf, ennui au départ parce que Russell a dit, c'est vraiment là, j'ai fait les pires démarrages de ma vie. S'ils règlent ça, ils seront pas mal chez Mercedes, mais il faut régler ça. On va parler de Red Bull aussi, avec... Alors, petite chose que j'ajoute quand même, importante aussi, on parlait des transferts, etc. Il y a un gros poisson qui va être sur le marché, on ne sait pas où il va atterrir. John Owen, chef designer de Mercedes depuis 2010, eh bien, il n'a pas donné sa dème, mais il a dit qu'il partait. D'accord. À peu près sous 6 mois, on ne sait pas quelle est sa prochaine destination, mais il n'a pas sous-entendu qu'il allait être dans un environnement complètement différent, ça veut dire qu'il va aller à la concurrence, et là, ça va être un transfert prépondérant. Chez Mercedes, je vois aussi qu'on a perdu un aérodynamicien senior, donc confirmé, Jan Tomaszewski, qui est devenu le chef aéro de Williams. Donc ça veut dire que il avait comme de la valeur. Pourquoi ? Parce que Jan Vols, qui est le boss de Williams, sait où piocher chez Mercedes pour voilà. Eh oui, c'est un ancien de chez Mercedes, évidemment. Donc Mercedes, attention, mais la voiture est bien née. Il y a eu beaucoup de mouvements d'ailleurs pendant l'hiver. On en reparlera tout au long de la saison. On va parler de Red Bull, donc si tu le veux bien Stéphane. C'est le premier lancement de saison avec un Laurent Mekies aux commandes. On se souvient qu'il était arrivé en cours de saison 2025. Et chez Red Bull, on va devoir apprendre à marcher sur 2 jambes avec un Isaac Hadjar qui rejoint Max Verstappen. Et on va essayer d'aller chercher le titre constructeur avec 2 pilotes et pas seulement un Verstappen Racing. Ouais, je crois qu'ils finissent 3e à chaque fois du championnat constructeur ces 2 dernières années. Pour moi, c'est surtout la fin vraiment d'une ère. On rentre dans l'ère Mekies. Red Bull, quand ils sont arrivés en Formule 1, ils ont dit on n'est pas comme les autres, on veut casser les codes, on veut changer le système. Et ils étaient extrêmement transgressifs dans leur approche et Christian Horner était très très bien pour ça. Avec Helmut Marko, eh bien, Christian Horner est parti en juillet 2025 et Helmut Marko est parti fin 2025. Ça veut dire qu'ils ont complètement renouvelé. Il y a d'autres gens aussi qui étaient cautionnés par ces 2 personnes-là qui ont quitté le navire. Et on sent que Laurent Mekies met sa touche et commence à tout organiser. Et je trouve que Red Bull va rentrer un peu plus dans le rang. Ça allait même jusqu'à Yuki Tsunoda, à qui on n'avait pas demandé de faire du zèle sur le dernier Grand Prix de l'année dernière, mais qui a essayé d'interférer un petit peu dans la course des McLaren. On voyait bien qu'il était quasiment prêt pas à sortir, mais en tous les cas à gêner considérablement et à pousser à la faute Norris. Là, je pense que ça n'arrivera plus. Tsunoda, c'était un petit peu son initiative personnelle. Laurent Mekies ne demandera pas à des pilotes de faire des choses comme ça. On va revenir à vraiment quelque chose de plus clean, en particulier à l'image d'Isaac Hadjar, qui est un modèle vraiment de comportement dans le trafic. Il est extrêmement intelligent, il fait jamais de choses inutiles pour bloquer, etc. Il a la tête bien sur les épaules et il sait effectivement exactement où est-ce qu'il en est en termes de potentiel, en disant je vais essayer de me rapprocher, apprendre, et peut-être qu'il y aura l'occasion d'une première victoire cette année. Il a commencé par faire une sortie de piste en essai en Catalogne, ce qui rappelait évidemment la saison catastrophique de Pierre Gasly chez Red Bull, mais tu l'as dit, l'équipe Red Bull elle-même a changé. Non, mais il en a tellement rigolé, surtout, il a dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Et puis comment est-ce que vous réagissez? Il a dit, mais attendez, là j'ai tout de suite pensé à Pierre Gasly en fait qui avait cassé, mais vraiment fracassé, hein, dans le virage numéro 9, je crois, à Montmelo. Le prototype de la Red Bull qui était juste en piste en 2019. Et là, l'équipe lui avait quasiment pas pardonné, quoi. Et là, il était installé dans un rôle de numéro 2 et c'était fini. C'était vraiment le début de la fin, avant même que ça commence, d'ailleurs. Et là, Isaac Hadjar a dit, mais ça y est, j'ai lu tout ce qu'il y avait. Là, je me suis dit, c'est foutu. C'est comme ça que j'ai tourné la page. Il a fait avec humour. Il n'y a plus Christian Horner. Il n'y a plus Helmut Marko. Et Verstappen lui-même n'est plus tout à fait le même. Désormais, il est quadruple champion du monde. Il partage peut-être un petit peu plus. Ouais. Sur la faute d'Hadjar, il part simplement à reculons. Il tape un peu. Il y a des dégâts, mais c'est pas une faute de pilotage, c'est pas une faute professionnelle. Verstappen, le mieux qu'a fait Laurent Mekies pour lui, c'est de reconduire
l'embiasser pour 2026 et 2027. On se souvient, hein, que ça avait été quand même une vraie question, hein, de savoir s'il allait arrêter pour des raisons personnelles. Et finalement, Gianpiero Lambiase repart avec Max Verstappen. Tout à fait. Et le grand changement quand même, là où c'est spectaculaire, c'est le moteur. Là, ils mettent sur la piste un moteur qui tourne comme une horloge. C'est quand même fantastique. Et c'est le moteur que Red Bull fabrique eux-mêmes. C'était un pari complètement fou. On se disait comment une équipe de châssis peut devenir motoriste. C'était un truc qui paraissait complètement irréalisable et ils le font. Il y a le sigle Ford sur les Red Bull et sur les Racing Bulls. On est d'accord, Stéphane, que Ford, ils sont venus, ils ont posé le badge. C'est tout. C'est un soutien technique, c'est un accompagnement. On ne sait pas dans quelle proportion, mais disons que tout était fait quand le deal a été signé. Mais ce qui est impressionnant, effectivement, c'est que Laurent Mekies a dit nous, en fait, on a commencé à installer l'usine dans un champ et il y a tout été à faire. Et Russell a dit, effectivement, ce qui est spectaculaire, c'est le moteur Red Bull, très surpris par ce bloc. Alors, oui, parce que lui, il sait tout ce qui se passe en interne, hein, il connaît l'intimité des choses, il n'y a pas de problème. Doit-on en être complètement surpris, sachant que Christian Horner s'était vanté d'avoir pris 15 chefs de département ou managers de premier plan chez Mercedes, dans l'usine moteur de Brixworth. Ça veut dire que ces gens-là connaissaient déjà la culture de l'hybride et on n'en était pas au retour de l'hybride comme on l'a connu en 2014. Moi, je me souviens, chez Renault, ils étaient les rois du V8, hein, ils dominaient, vraiment. C'était même un petit peu avant l'avènement de Red Bull Renault, avec Vettel, ses 4 titres de 2010 à 2013. Je me souviens, dans les années 2008-2009, chez Renault, on cherchait à recruter, là, ils recrutaient beaucoup chez Supélec, des ingénieurs de haut vol en électrification, batterie, etc., parce qu'ils savaient, et tout était à faire, c'est-à-dire c'était même des métiers à inventer, en se disant qu'est-ce qu'on fait comme département. C'est des compétences à développer. Ouais. On a besoin de quoi, combien de personnes on met, comment est-ce qu'elles vont travailler ensemble. Ils partaient, mais vraiment de zéro. Et là, ils partent pas exactement de zéro. Quand même, chez Red Bull, on a une culture de tout ça, et ils ont pris des gens qui ont eux-mêmes recruté après, qui ont ciblé les besoins, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et doit-on en être surpris à 50%, parce que je me souviens aussi, j'ai vu passer cette petite pique encore cet hiver de la part de Christian Horner, même chez lui, même en attente de son fin de contrat d'être libéré par Red Bull, ce qui va arriver mi-2026, il trouve le moyen quand même d'envoyer une pique à Toto Wolff en disant, mais moi en fait, à mi-2024, j'avais 550 mécaniciens et ingénieurs chez Red Bull, dont 212 venaient de Mercedes. Alors, doit-on s'étonner effectivement que le moteur Red Bull tourne bien? Pas totalement. Mais n'empêche que c'est un des gros enjeux de 2026. C'est remarquable, c'est absolument remarquable, surtout quand on le met en rapport avec ce que fait Honda. Exactement. Oui, on va en reparler un tout petit peu plus tard. D'abord, on va passer à Ferrari. Parce que là, c'est l'heure de vérité pour Lewis Hamilton. Arrivé il y a un an, j'ai presque envie de dire, passager d'une auto qu'il découvrait et où il était clairement pas chez lui. Là, cette fois, il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai participé au développement de cette voiture, elle a une partie de mon ADN. Donc, il se cache pas, Lewis Hamilton, il y va. Et clairement, il dit, si ça marche pas, ça sera, j'en serai en partie responsable. C'est la croisée des chemins pour Lewis Hamilton, pour Fred Vasseur. Qui a fait venir Lewis Hamilton. Là, il va y avoir vraiment quelque chose d'énorme à gérer dans cette équipe, avec une inquiétude quand même. Alors, il y a plein de choses rassurantes. On a vu la procédure de départ qui a l'air d'être très très bien maîtrisée chez Ferrari, mieux que chez tous les autres constructeurs. Le moteur, la voiture, le travail fait par Loïc Serra a l'air impeccable. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à mettre Lewis Hamilton dans des conditions favorables? Lewis Hamilton n'a toujours pas d'ingénieur de course attitré. On s'est séparé de Riccardo Adami à la fin de la saison dernière. Il en a un pour quelques Grands Prix. Carlos Santi, ex-Raikkonen. Exactement. Alors, et il se dit qu'en fait, le futur ingénieur de course de Lewis Hamilton, il est engagé, mais qu'il est dans ce qu'on appelle une période de jardinage, donc il ne pourra pas faire les premiers Grands Prix. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va arriver, mais ça, c'est vraiment la clé de voûte de l'édifice Hamilton chez Ferrari. Il faut trouver cet ingénieur qui va permettre à Lewis Hamilton de délivrer tout son talent, parce qu'il ne l'a pas perdu, son talent. Tu l'as dit l'année dernière que tu attendais
un ingénieur de course britannique de langue anglaise pour Oui. une question de facilité de facilité. compréhension. Tout à fait. Il y a eu trop de choses compliquées avec Ricardo, avec Come Back to You, Adami. Ils se comprenaient pas, etc. Il lui donnait trop d'infos. Hamilton n'aimait pas. Des fois, il ne comprenait pas ce qu'Hamilton lui demandait précisément, ou il lui donnait 2 fois la même information. Et il a été placardisé d'ailleurs. Hein. Il est allé à la Ferrari Driver Filière des Academy. jeunes. Ouais, quand tu es habitué à bosser avec un cador, mais vraiment le roi des cadors, 7 fois champion du monde, recordman des victoires, des pole positions, de tout ce que tu veux, et tu passes chez les jeunes en Formule 3, en Formule 2, voilà, la rétrogradation doit être assez sévère. Ça veut vraiment dire, bon, allez, il faut y aller. T'as pas fait le job. Donc là, c'est ça, tout à fait. Ça a été assez soft, mais ils attendent quelqu'un d'autre, on verra qui, mais il va falloir reconstruire. À part si, effectivement, il a recruté quelqu'un qui était dans son environnement chez Mercedes. On pense à un ingénieur performance avec qui le dialogue passait très très bien, où là, les connexions vont se faire tout de suite. Moi, Lewis Hamilton, je te dis, j'ai envie d'y croire parce que je le sens régénéré, frais mentalement. Et ce qui le réjouit, c'est que toute la part de l'intelligence du pilote va reprendre le dessus, là, sur la gestion Il y a plein de de choses. la récupération, Ouais, etc. ou l'humain, même si ça va être très technique et même si ça va être très compliqué, je pense que l'humain va reprendre une place centrale et avoir un septuple champion du monde. À un moment, ça va être un atout pour cette voiture. Mais clairement, il faut que ça marche cette année parce que on se souvient du discours l'année dernière de Fred Vasseur, qui était sans doute vrai, qui était de dire on a arrêté très très tôt le développement de la voiture 2025 pour tout mettre, toutes nos ressources sur 2026. Et ben ça y est maintenant, on y est. Lewis Hamilton, il est dans une voiture qu'il a développée. Charles Leclerc, il va falloir lui aussi qu'il délivre, qu'il monte un petit peu en gamme aussi. Si ça se fait pas, on peut promettre une implosion chez Ferrari avant la fin de la saison 2026 si ça délivre pas. Implosion, le mot n'est peut-être pas trop fort. Le sentiment que dégageait Lewis Hamilton l'année dernière, c'était d'avoir peur du jugement des tifosi. Il en faisait toujours appel à eux pour parler de l'amour des tifosi, de ce qu'ils lui donnaient, et que lui n'arrivait pas à rendre en termes de performance, parce qu'il avait peur qu'en termes de popularité, les tifosi se retournent contre lui. Sauf que les tifosi ne l'ont jamais fait. Non, jamais. Et il ne connaît pas assez bien l'histoire de Ferrari pour ça. Parce que pour les tifosi, quand tu as un pilote dans une Ferrari, c'est quelqu'un qui défend les couleurs, qui fait tout ce qu'il peut. Et donc, c'est un intouchable. Même si il a des difficultés, il y a eu Fisichella qui est passé complètement à côté, Badoer, etc. Bon, ça, c'était des intérims, mais ils étaient italiens, Capelli, sur l'ensemble quasiment de toute une saison. Mais les tifosi n'ont jamais pris réellement en grippe un pilote. Et il n'a pas peur, il ne doit pas avoir peur de ça. Mais il les invoque encore régulièrement pour dire soyez indulgents. C'est ça qui est en filigrane parce qu'il a peur de ces discours-là. Mais moi, ce que je note pour simplement, toi, c'est calculé. Non, c'est qu'il a peur que l'opinion publique se retourne contre lui parce que chez McLaren, par moment, il a été très impopulaire auprès du public britannique. Il a peur de revivre ça en disant mais moi, c'est ma dernière cartouche en Formule 1, c'est Ferrari, je ne dois pas la gâcher. Par des contre-performances. Sauf que les tifosi n'ont jamais fait ça. Ils sont bienveillants, ils sont patients, ils ont même presque trop de qualité parce qu'ils sont trop patients et que Ferrari n'a pas fait ce qu'il fallait assez vite pour les remettre devant la scène. Tu parlais de Leclerc, il a fait le meilleur temps des essais hivernaux. Ross Boscombe, qui était l'ancien stratégiste de Alfa Romeo, qui utilisait historiquement les moteurs Ferrari, a dit Ferrari, ils ont l'habitude de tourner le moteur à fond pour la dernière journée d'essai, pour claquer un chrono. Et Leclerc a roulé 8 dixièmes plus vite, je crois, que la meilleure des Mercedes, avec des pneus C4, alors que tout le monde quasiment était en C3. Et donc, manifestement, avec configuration de qualif. Donc, on verra réellement où ça les place. Mais ils se sont fait un petit peu de publicité autour de cette voiture que je trouve bien née. Et il y avait un enjeu, on en avait parlé, le Xterra, sa première vraie voiture complète. Il a mis beaucoup d'idées dans cette voiture. Alors, les ingénieurs d'autres écuries ont dit, en fait, il y a plein de choses sous la carrosserie qu'on voit pas, mais qui sont novatrices. Et on regarde cet aileron de la Ferrari qui... Ça a beaucoup fait parler, l'aileron qui tourne à l'envers de tous les autres, là. Tout à fait. Et c'est avec ça qu'ils ont fait parler d'eux, donc ça crée du buzz, mais vraiment positif. Ça accompagne un peu l'optimisme qu'il y a autour de Ferrari, mais il y a tellement d'autres choses dans la Red Bull qui fonctionne bien, la Mercedes, enfin toutes les autres voitures, qui fait qu'on verra. Et puis, mon sentiment, moi, c'est que globalement, on passera d'un circuit à l'autre. Et là,
hiérarchie de ces 4-là changera. On en profite d'ailleurs au passage pour féliciter Charles Leclerc qui a convolé en juste noces le week-end dernier. Et donc on lui adresse tous nos vœux de bonheur à lui et à Madame Leclerc. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a pris son nom. Voilà. On vous donnera l'info. On a parlé de ces 4-là, qui auraient dû être 5 cette année. Ah oui, parce qu'on imaginait une Aston Martin faite par Adrian Newey dans le clan de ceux qui allaient briguer le titre. Bah, ça ne sera pas le cas. Et là, on est dans un scénario où l'iceberg arrive, on le voit arriver depuis des semaines, des mois, et Honda a fait ce qu'on redoutait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire le moteur qui allait avec la voiture. Et il y a des problèmes de fiabilité qui sont absolument colossaux. Oui. Au point que chez Aston Martin, on a envisagé de pas se présenter au Grand Prix d'Australie. Ils auront une grosse pénalité de toute façon. Alors, il manque de puissance. Il y a des personnes qui ont parlé de 80 chevaux, ce qui paraît quand même énorme. Ça fait, c'est pas 10%, mais presque 8%. Ouais. Ce qui est quand même gigantesque. Mais surtout, en fait, ce moteur-là, ce nouveau moteur génère des vibrations qui affectent les batteries qui sont fixées au châssis. Bon, alors donc, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est une catastrophe. Mais c'est fou. Enfin, t'es Honda. Oui. Honda. Comment ils n'ont pas passé ce step alors qu'ils l'attendaient. Hein. Ils demandaient plus d'électrification. Bah, bien joué. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, alors, ils en parlaient depuis plusieurs mois de ce nouveau règlement en disant que c'était compliqué. Et dans le langage feutré des techniciens de Honda, dans leur mode de communication, ça veut vraiment dire on n'est pas bien. Galère. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Et on va presque sur le déni de réalité, parce que je vois là Shintaro Orihara, le directeur technique au HRC, a dit nous ne sommes pas contents de notre performance et de notre fiabilité, mais on apportera des solutions entre guillemets à Melbourne. Mais quelles solutions quand t'es pas bien depuis des mois et des mois? Tu termines les essais à Sakir et tu dis non mais dans 15 jours on aura des solutions. Mais quelles solutions? Aucune. Ou alors à moins d'abandonner au 8e tour au lieu de capituler tout de suite au 2e ou au 3e tour. Mais qu'est-ce qui pourrait changer la donne? C'est vraiment que c'est la grosse surprise. Honda qui plombe Aston Martin, c'était pas du tout prévu dans le plan. C'est embarrassant. Et puis c'est pas de chance pour Alonso. Alors ça c'est clair, parce qu'on rappelle que Alonso à l'époque de McLaren était déjà équipé par un moteur Honda et que ça marchait pas du tout. Il avait qualifié le moteur de moteur de GP2, ce qui était à l'époque la Formule 2. Et à l'époque, là parce que là l'histoire repasse les plats. Chez McLaren, on s'inquiétait de ça et on avait diagnostiqué les problèmes de Honda. Et Eric Boulier, qui était directeur de la compétition chez McLaren, faisait des allers-retours entre la Grande-Bretagne et le Japon pour expliquer aux Japonais, pour exposer les problèmes et préconiser des solutions. Et le directeur technique de l'époque disait « Très bien, on a compris, on va le faire ». Et en fait, semaine après semaine, mois après mois, rien ne changeait. Parce que les Japonais, ils ont une ligne directrice dans leur mode de travail et ils vont à fond dans cette direction avant vraiment d'être confrontés à la réalité sur la durée. Et à un moment, au HRC, le big boss avait dit bon, on change de directeur technique. Et là, nouvelle approche, l'approche du moteur Mercedes, et tout était rentré dans l'ordre. McLaren avait essuyé les plâtres du Honda qui passait chez chez Red Bull avec un nouveau directeur technique à la place du Renault. Et là, tout s'est mis en place comme par miracle. Ah ouais, parce que le moteur Honda, il fonctionnait bien chez Red Bull jusqu'à l'année dernière. Je pense que c'est un problème de personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment a une idée technique, un plan technique en tête et qui n'en démord pas et qu'il faudra vraiment changer pour opérer un virage à 180 degrés pour reprendre les préconisations. Parce que là, Andy Cohen, l'ancien quand même boss du département moteur chez Mercedes, qui est devenu maintenant un temps team principal chez Aston Martin et qui a repris d'autres fonctions, mais qui s'occupe de la perfo au quotidien parce que c'était ça l'urgence et c'est pour ça qu'il a été mis à ce poste-là et qu'Adrian Newey est passé team principal. Il est régulièrement au Japon pour s'enquérir de la situation. Donc, on refait la même chose qu'avec Boulier. Alors, sauf que Adrian Newey, c'est vrai, peut dire moi, j'ai connu cette situation de Red Bull qui avait changé son fusil d'épaule de directeur technique, il faut les pousser à faire ça, mais
en interne, ce qu'on comprend, c'est que Adrien Nouet commence à s'énerver quand même. Non, c'est clair. Donc là, il y a vraie interrogation sur ce que peut faire et dans quelle échelle de temps Aston Martin peut revenir, peut venir dans le jeu. Parmi les dizaines d'enjeux, il faut qu'on parle, Stéphane, pour terminer, on a parlé d'Isaac Hadjar, il faut qu'on parle des deux autres Français, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Si on commence par Pierre Gasly, leader d'une équipe, j'ai envie de dire fantomatique, Alpine l'année dernière, et il va devoir profiter de la moindre opportunité pour se rendre visible. J'ai pas le sentiment qu'on ait vu quelque chose l'année dernière de Pierre Gasly. Est-ce qu'il a eu les moyens à un moment de faire une perf où on se dit il est quand même fort ce mec-là. Il attaque un contrat de 3 ans là qui va l'emmener jusqu'en 2028. D'accord. Sauf qu'on a vu qu'avec Flavio Briatore, les contrats, ça n'engage que ceux qui y croient. Voilà, pour le Et dire. même ceux qui les ont signés, parce qu'un contrat, ça se déchire Voilà. ou ça se dénonce facilement. Moi, j'ai un sentiment de danger pour Pierre Gasly. On a parlé d'un premier rideau devant, peloton Mercedes, Ferrari, deuxième rideau Red Bull, McLaren, pas très loin derrière. Et après, en troisième rideau, premier outsider, Haas et Alpine. Ça veut dire quand même que David Sanchez, qui a laissé tomber complètement la voiture de l'année dernière pour se concentrer sur la voiture 2026, avec un petit volet d'aileron arrière aussi qui se plaque de façon inversée. C'est assez malin aussi, ça a été remarqué. Il a réussi sa voiture. Il a réussi son examen de passage, quand même, ce grand virage, avec aidé par le moteur Mercedes, qui équipe quasiment tout l'arrière de la voiture, parce qu'on parle moteur, suspension, transmission. Donc là, ils ont greffé l'arrière de la Mercedes. Bon, on va dire abandonne tout ce qui restait un petit peu le français. bon revers de la médaille Mais de l'arrêt de la motorisation. Gasly sera plus facilement candidat à la Q3 et je pense qu'il pourra se montrer. Après, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu de temps d'adaptation pour les 4 meilleures écuries du plateau qui sont de nouveau les mêmes. Et ça veut dire que rentrer dans ce club-là où on faire sortir d'autres, ça va être compliqué. Et je ne vois pas Alpine vraiment faire autre chose que... et faire un podium par circonstances extraordinaires dans l'année, puis après accumuler des 5e, 6e places, on dira bravo, mais on ne pourra pas dire plus parce qu'on sait que ça ira pas beaucoup plus haut. On parle d'Esteban Ocon aussi, qui avait été malmené la saison dernière par son coéquipier Oliver Biermann, qui était débutant, alors que le Français, lui, était dans sa 8e saison complète en Formule 1. Il y a eu quelques mots de Hayao Komatsu, le patron de Haas, qui avait dit qu'ils attendaient mieux du Français. C'est une façon de le mettre aussi un petit peu sous pression. Il a encore 2 ans de contrat, 2026-2027. Et j'ai envie de dire, au-delà du contrat, il faut surtout pas qu'il soit dominé de nouveau par Oliver Biermann cette saison. Esteban Ocon, il va avoir 30 ans cette saison. C'est un cap quand même. Si à 30 ans, tu es dominé par un garçon qui fait sa 2e année en Formule 1, avenir en danger aussi. Et tu as dit que Hayao Komatsu, le boss, attendait mieux de lui. Il a dit, en fait, on n'a pas vu ce qu'on attendait de lui l'année dernière, en 2025. C'est gros warning. Quand même. Alors, Esteban Ocon a dit, l'équipe aussi a admis des responsabilités, ce que je veux bien croire. Et Komatsu l'a dit lui-même. Oui, tout à fait. Mais, voilà. Et Biermann, il s'est pris quelques taquets quand même de Biermann qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et que Ferrari considère bien si jamais Hamilton explose en vol. Non, clairement. Là, c'est le premier et Biermann a terminé la saison avec une série de points. Donc il a progressé tout au long de l'année, Oliver Biermann. On va voir ce que ça va donner avec ces nouvelles voitures. Et il y a forcément des compétences qui seront très, très différentes. Est-ce que l'expérience d'un Esteban Ocon, ça va lui redonner l'avantage? En tout cas, là aussi, il y a danger et on suivra tout cela de près. On aurait pu vous en choisir des dizaines et des dizaines. Tu veux un autre enjeu juste comme ça? Allez, vas-y, en 20 secondes. Cadillac, ils ont signé Perez et Bottas. Il y en a un qui va dégager à la fin de l'année. Ah, ok. Colton Herta va être testé en Formule 2. Il va avoir sa super licence. Il vise l'une des 3 premières places du championnat de F2 pour avoir sa super licence. Il va tourner au volant de la Cadillac en acier libre 1 pour gratter quelques points de super licence. Bref, le plan, c'est de le mettre dans la voiture l'an prochain. D'accord. C'est logique, c'est cohérent. On verra ça aussi tout au long de cette saison 2026 qui va être absolument passionnante. Le rendez-vous. Vous faites quoi dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin? Non, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, pardon.
C'est la Oui. nuit de jeudi à vendredi, Tout à fait. à 2h30 du matin. Bah, moi, je vous donne un conseil. Vous mettez le réveil et vous allez regarder la première séance d'essai libre de la saison 2026 avec ces nouvelles autos. La deuxième séance, ça sera à 6h. C'est presque plus jouable. Samedi, Libre 3 à 2h30, qualification à 6h et le Grand Prix dimanche 8 mars à 5h du matin. Là, ça va Ouais. vraiment être passionnant. Qualif en Q1, 6 pilotes sortis, évidemment. Et en Q2 aussi, parce qu'il y a 22 pilotes. Désormais, maintenant, 22 et pilotes. non 20. Et oui, ça fait partie des bons points de cette saison 2026. Petit point météo, on annonce quelques gouttes de pluie vendredi à Melbourne. Ce qui va encore complexifier la chose parce qu'il devait y avoir des séances de simulation, en tout cas de tests de pneus sur le mouillé à Bahreïn qui ont été annulés et vous avez compris pourquoi. Donc ça va être franchement un début de saison absolument phénoménal et on va être vraiment totalement dans l'inconnu. T'es d'accord? Oui, petit prono. Tu parlais des gouttes de pluie et des gouttes de champagne sur qui dimanche? Les gouttes de champagne? Allez, je vois bien. Si, le nouveau marié. Allez, Un bonheur ne vient pourquoi jamais pas. seul dans la vie. il y a des coïncidences comme ça. Eh Bon, ben moi je vous dis, allez, allez, Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix d'Australie dimanche allez, matin. je te mets Russell. Moi, si il décolle de la grille normalement au départ, ah bah, ça va conditionner beaucoup Ah bah de c'est courses, sûr, hein. c'est sûr. C'est clair c'est qu'il y en a sûr. qui auront la course compromise au bout de 10 mètres ou 20 mètres. Enfin, ça va être comme ça, hein. On en reparle mardi prochain, si vous le voulez bien. On reprend la même topographie que la saison passée. On se retrouve chaque mardi après les Grands Prix de Formule 1. Aujourd'hui, évidemment, c'était particulier, mais il fallait bien qu'on se remette tout en œuvre. Tout à fait. Là, je crois tout en mémoire. Je crois qu'on s'est bien remis. On a été très très long. Notre ami Simon Farva, qui s'occupe de l'édition de ce show, va avoir du travail. On remercie encore Quentin Guichard pour son bon goût, Son expertise. son expertise du beau. Et on se retrouve donc mardi prochain après ce Grand Prix d'Australie. Salut. Et bien d'ici là, les voilà, habitudes sont reparties. Tout à fait. Sont reparties. D'ici Et là, d'ici là, on coupe le contact.